Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Art des livres, donc le podcast des Mémoires d'Adrien, que je vais également diffuser sur ma chaîne YouTube des Mémoires d'Adrien. Comme à chaque fois, je vous mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de maladie, nous allons parler de Dostoïevski, nous allons parler d'un astre qui nous irradie et nous allons également parler de philosophie. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir Emma Karanini. Emma, bonjour et vraiment merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, c'est un grand plaisir d'être avec toi. Bon, alors, je vois ce petit sommaire passer, je vais essayer de vous expliquer ce sommaire un peu mystérieux avec tous ces rimes en i. J'étais assez fier de pouvoir les trouver parce que, alors, je t'avais lu il y a plusieurs années déjà, enfin pas si, il y a si longtemps que ça, c'était il y a 3 ans qu'était sorti Soleil, c'est ça, hein? Ouais, 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 Je me exactement. souviens, c'était il y a 3 ans. Et donc, j'avais fait un article à propos de ton ouvrage qui s'appelle Soleil, mythe, histoire et société, qui était paru aux éditions Le Pommier. Et donc, dans ce cadre-là, à l'époque, il n'y avait ni podcast ni chaîne YouTube. On avait fait une interview par téléphone et tu avais accepté gentiment de répondre à mes questions. Et j'avais fait donc un article complet qui se trouve toujours sur mon blog. Vous pouvez aller le lire si ça Ouais. vous intéresse. Un des Et premiers donc, entretiens que j'avais fait d'ailleurs pour ce livre. je suis honoré, alors je l'ignorais. Et c'était moi aussi les tout débuts vraiment de mes entretiens. Je les faisais vraiment par écrit, enfin par oral à ce moment-là, puis que je retranscrivais par écrit. Et c'est vrai que cette forme-là de l'échange direct est encore plus sympathique. Et puis on s'était dit qu'un jour tu viendrais sur le podcast directement en parler. Et pour l'occasion, on va pas parler uniquement de cet ouvrage, mais je t'avais proposé de venir avec 3 ouvrages qui t'avaient marqué, peu importe lesquels, il n'y avait aucune condition, aucun critère, c'était vraiment 3 ouvrages qui t'avaient marqué, et tu as choisi Mes mille et une nuits, donc de Ruen Ogienne, que j'ai lu pour l'occasion. Tu as choisi également La douce de Dostoïevski, que je n'avais jamais lu. Je l'ai fait également pour ce podcast. Et puis, tu t'es dit, la barre est peut-être pas encore assez haute, mais on va également parler de l'éthique de Spinoza. Là, pour le coup, j'en ai lu du Spinoza. Je compte le commencer très bientôt, mais c'est pas encore fait. Voilà, j'ai pas encore lu Ouais, pour épisode, mais je compte sur toi pour me donner envie et donner envie aux auditeurs et aux abonnés de lire après. Spinoza enfin. Ce que je t'avais dit pour préparer cet épisode, c'est que de lui, j'ai lu son traité théologico-politique. Voilà, je n'ai lu que ça de Excellent Spinoza. bouquin, ouais. Excellent bouquin d'actualité. Absolument, oui c'est vrai, tu as raison. Je te propose qu'on commence par un peu de chaleur, même si là, ici, nous en Bretagne, le soleil est de retour là depuis quelques semaines. Donc, Nous il y a aussi? un mois, je t'aurais dit que... Ah oui, vous aussi, bon ben ça va alors. Oui. Il y a un mois, je t'aurais dit qu'on en avait grandement besoin, et là, c'est bon, c'est parfait, le soleil est là, et donc nous allons parler de soleil. C'était ton ouvrage donc que tu as écrit, je le disais, il y a 3 ans en édition Le Pommier. Ben, je vais te proposer toi-même de le présenter. Après, je vais avoir trois questions avant qu'on passe à la suite. Mais je te propose toi-même peut-être de présenter. Tu t'en souviens, j'imagine, quel était le projet que tu avais à l'époque en écrivant ce très bel essai que je conseille avec une belle couverture. Donc voilà. Alors, bah, merci beaucoup pour cet entretien. Ça me fait très plaisir de parler de mes lectures et donc de ce livre que j'ai produit donc il y a 3 ans, qui s'appelle Soleil avec un sous-titre Mythe, histoire, société, sur un objet qui est le soleil. Et sur lequel j'ai voulu avoir une approche très transversale, à la fois symbolique, historique, anthropologique, un peu sociologique et philosophique évidemment. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Moi, je viens du sud. Je viens d'un endroit où le ciel est bleu presque tous les jours et la lumière du soleil ne m'est pas quelque chose d'indifférent. J'avais lu aussi avec beaucoup d'émotion les écrits de Camus sur l'Algérie, Tipasa, et son rapport très charnel à la lumière et à cet environnement méditerranéen qu'il adore. Et donc c'était vraiment c'était un peu une version poétique de ce rapport au soleil qui faisait vraiment écho à ma propre sensibilité. Et je me suis demandé à un moment s'il y avait eu un livre, un compte-rendu objectif de notre rapport au soleil en tant que civilisation. Et en fait, il y avait rien. Ce qui était assez surprenant sur un objet qui est quand même assez commun, assez quotidien et quand même central dans l'histoire humaine. Donc voilà, moi je crois pas que ce soit quelque chose de particulier. J'ai retrouvé cet amour de la lumière, comme tu disais tout à l'heure en introduction. On se réjouit quand le soleil revient. Donc il y a quelque chose aussi d'un peu universel dans notre rapport à la lumière, au paysage solaire aussi.
Et il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de poètes, de réalisateurs qui ont fait l'éloge de la lumière du soleil. Alors moi, j'ai voulu tirer le fil de l'émerveillement devant la lumière et en faire un compte-rendu plus objectif, plus informatif, avec plusieurs présupposés. L'idée que l'attention à la lumière, c'est pas quelque chose de folklorique. L'idée que l'attention à la lumière, c'est pas juste une affaire de poète, ça fait partie de la vie des hommes et des civilisations, et ça a été très important dans le développement des civilisations, notamment à partir de l'agriculture et du développement des sociétés agricoles. Et l'idée principale du livre, c'est que l'existence du soleil relève bien plus de la culture humaine que de la physique. Ok, le soleil est un objet physique au premier abord. C'est un astre qui est étudié par les astronomes, parfois par tout le domaine de l'écologie, et dans le domaine scientifique. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que l'identité physique du soleil a une incidence, mais son statut, il a aussi un statut culturel dans notre histoire, avec une identification symbolique, une signification sociale, qui a eu voilà, de nombreuses incarnations. Donc il y a plusieurs chapitres dans ce livre, mais voilà en somme l'objet du livre. Oui, et tu vas même jusqu'à dire que le soleil est, à la base, en tout cas, a inspiré toute la philosophie occidentale et même les bases même de la philosophie, de l'esprit occidental, associé à une divinité dans l'Antiquité. Le soleil, lorsqu'il y avait des grands empires très étendus géographiques, c'était également, en somme, presque le seul point commun qui les reliait, c'était l'existence du soleil. Donc ça a permis également une sorte d'unification politique à l'époque de certains grands empires, quand il Ouais. n'y avait pas les technologies qui permettaient voilà, de faire un comme ça. Donc tu vas même assez loin et tu dis même que le soleil est souvent associé à l'esprit de mesure. Et ça, je m'en souviens que ça m'avait étonné et ça m'avait Oui. interpellé. Je t'avais interrogé là-dessus. J'aimerais bien que tu reviennes peut-être sur ce que tu veux dans tout ce que je viens de dire, sur voilà l'esprit de mesure, alors que on aurait pu imaginer, en tout cas on a presque ce cliché aujourd'hui que les gens du Sud, avec le soleil, ça chauffe un peu les esprits et que on n'a pas trop l'esprit de mesure avec le Oui. soleil. C'est un peu le cliché qu'on a aujourd'hui. Je viens aussi du Sud, mais je viens pas du même Sud parce que nous on n'a pas autant de soleil que du Sud d'où tu viens. Moi je viens du Sud-Ouest où il pleut quand même pas mal. Donc, mais je connais et je conçois et je comprends également voilà ce que tu as vu, ce que tu as voulu dire et tu as raison. C'est vrai que le soleil également influe sur la mentalité des gens nécessairement. Oui. Alors en fait je m'étais beaucoup inspirée des écrits de Paul Valéry Oui, c'est vrai. sur la Méditerranée. Et en fait, je reporte un peu les thèses de Paul Valéry qui a beaucoup écrit sur la Méditerranée et sur la mesure, c'est-à-dire, en fait, il s'interroge sur les conditions physiques et non pas seulement économiques, les conditions physiques presque météorologiques de l'avènement des grandes civilisations autour de la Méditerranée. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que évidemment que le climat et cette lumière proprement méditerranéenne a eu une influence sur l'avènement de la Grèce antique, de la Rome antique, et de toutes ces grandes civilisations qui se trouvent autour de la Méditerranée. Et la mesure, en fait, c'est d'abord aussi cette position médiane de la Méditerranée Ah oui, je vois. Ouais. Ouais. sur la latitude. Et voilà, après, c'est une question aussi une question morale de rapport aux extrêmes, puisque le soleil peut vite nous chauffer, chauffer l'esprit, et comme on peut en manquer assez rapidement. Donc, il y a une forme de mesure à toujours avoir avec l'ensoleillement, qui est, et c'est un peu la thèse aussi du bouquin, c'est de dire que la vie bonne, ce qui est ce thème très central en philosophie, qu'est-ce que la vie bonne, qu'est-ce que la vie désirable, la vie qu'on a envie de vivre, la vie bonne à avoir avec la chaleur et la lumière, et qu'il faut faire un bon dosage. Voilà. Et ce qui m'avait interpellé aussi, et je trouve qu'on peut un peu le lier à ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, c'est que tu expliques dans ton Ouais, essai que le soleil était un outil qui a permis de mettre en place de grandes civilisations, mais que le soleil ne permet pas en soi forcément nécessairement d'établir une grande civilisation et de faire de grandes belles choses, de s'inscrire dans l'histoire. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui est dit sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, c'est-à-dire que en soi, ben, c'est un outil,
mais ne vont pouvoir s'en sortir et ne vont pouvoir, par exemple, quand on dit que l'homme va être remplacé par la machine, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, ce sont les hommes qui vont savoir bien utiliser la machine qui vont peut-être remplacer ceux qui vont pas savoir utiliser la machine. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça aussi Ouais. dans cet essai sur le soleil, c'est-à-dire que le soleil a été forcément un formidable outil, mais toutes les civilisations et tous les territoires autour de la Méditerranée, tous les Oui. territoires chaleureux n'ont pas forcément réussi à installer de grandes civilisations. Oui, c'est un peu la grande question historique, dans la tradition historique, de savoir qu'est-ce qui fait la réussite ou qu'est-ce qui fait la décadence d'un régime. Et évidemment, c'est polyfactoriel. Le soleil, c'est un des facteurs. Ce climat méditerranéen a été un des facteurs, notamment pour l'avènement de enfin, pour l'agriculture et une certaine condition physique favorable à une civilisation qui ensuite, en ayant tous les moyens de subsistance, a pu se concentrer sur d'autres choses. En fait, évidemment, c'est multifactoriel et enfin, l'IA, c'est pareil. Hein, il y a un- il y a une sorte d'alchimie de facteurs qu'il faudrait analyser et dont on ne peut pas avoir la recette définitive. En tout cas, voilà, je vous invite à aller lire Soleil de Emma Karenini, d'aller lire l'article également dans lequel tu avais répondu à plusieurs de mes questions. Et c'est vraiment intéressant parce que tu n'abordes pas que la philosophie, mais comme tu le dis également la littérature, le cinéma, la géographie, l'alimentation aussi, ainsi que l'architecture aussi. Tu montres que l'architecture est évidemment inspirée Oui. également par la météo. Je te propose maintenant, Emma, de passer donc à la seconde partie de ce podcast où on va aborder précisément les trois ouvrages que tu avais envie d'évoquer aujourd'hui. Donc tu as le choix. Est-ce que tu veux qu'on finisse par l'éthique ou commencer par l'éthique? Je te laisse Comme, le. comme tu veux, Bon, comme on peut tirer au sort. bon, on va commencer par le plus court peut-être, et puis on va aller jusqu'au jusqu'au plus Très long. bien. Allez. On va commencer Ça enfin, marche. Oui, par le oui, plus court, mais peut-être. pas le moins profond, évidemment, par la douce de Dostoïevski. Ouais. Sous-titré, ça m'avait étonné, sous-titré Récit fantastique. Je n'ai vu ce sous-titre qu'après l'avoir lu, alors qu'en fait, le fond n'est pas fantastique du tout, c'est très réaliste, Non, ouais. mais c'est plutôt la forme d'après ce En que nous fait, dit la préface. Est-ce que tu peux déjà nous oui, c'est dire ça, dessus? voilà. Vas-y. C'est ça. En fait, c'est donc La Douce de Dostoïevski, qui est donc une nouvelle un peu méconnue d'un très grand écrivain. C'est le monologue d'un mari quelques heures après le suicide de sa femme. Son corps est couché sur la table, il tourne en rond dans la pièce et il monologue avec lui-même, il veut comprendre ce qui est arrivé. Et en fait, ce qui est un peu fantastique, effectivement, c'est la forme, puisque l'auteur joue le rôle du sténographe et note le discours du malheureux mari. Donc, il note quasiment en instantané, comme s'il y avait un enregistrement instantané écrit de ce qui était écrit. Donc, bon, c'est intéressant parce que d'un point de vue euh, narratif, on est sur une forme totalement innovante à l'époque, qui est semblable au dernier jour du condamné de Victor Hugo ou d'autres ouvrages qui vont marcher comme une. Le lecteur devient le témoin d'une confession fiévreuse, un torrent d'idées qui se déroule sous ses yeux. C'est voilà, complètement innovant à l'époque. C'est une confession entre déni, prise de conscience. Il navigue un peu entre les deux. En fait, on ne sait jamais s'il dit la vérité. Voilà. Un peu comme d'autres ouvrages comme Woolf, Virginia Woolf ou Joyce. Donc c'est assez innovant d'un point de vue narratif. Ensuite, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, enfin, juste la posture et le comportement du protagoniste est original puisque sa femme est morte. Et au lieu de crier à l'aide ou d'avoir un comportement social, la mort c'est aussi un moment social, un moment rituel où le deuil c'est un processus social. Non, non, il reste dans la salle, il reste là à déblatérer sur lui-même et sur le passé. Et en fait, au lieu de répondre à l'urgence de la situation, qui est une situation quand même de manière objective assez loufoque, enfin assez étrange, il va parler, 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 et, euh, et ça correspond très bien en fait à un trait que j'aime beaucoup chez Dostoïevski, qui avait été souligné par le philosophe Deleuze, qui disait que chez Dostoïevski, les personnages sont souvent mis en face d'urgence, mais au lieu de traiter l'urgence, le personnage va d'abord chercher quelle est
question pressante derrière, il va s'interroger, il va essayer d'arracher à la situation une question, et il va l'approfondir, 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 et c'est exactement ce qu'on a dans cette nouvelle. C'est vraiment comprendre les causes, pourquoi elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, c'est un drame d'avoir voilà, sa femme qui s'est suicidée, alors même que lui dit qu'il n'a pas du tout senti que ça arrivait, quoi. Donc il y a une forme de choc psychologique qui est exploré ici. Je pense que Dostoïevski aussi, c'est lié à son autobiographie, puisque il me semble qu'il a perdu un enfant Oui, oui, oui. juste avant. Et puis il y a des éléments de sa propre vie. Le protagoniste est prêteur sur gage. Lui-même a eu cette expérience de prêteur sur gage. Et il y a cette fascination un peu pour le suicide qui revient dans plein d'ouvrages de Dostoïevski. Donc il y a quelque chose de très dostoïevskien dans cet ouvrage. En fait, c'est la confrontation d'un personnage avec une mort violente, inattendue. Moi, c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que je l'ai vécu dans ma vie avec un proche. Donc, ça m'a intéressé de voir comment littérairement on explore ce thème de comment gérer une mort inattendue. Et ensuite, plus profondément, quand il parle de sa relation, en fait, on se rend compte que c'est une relation amoureuse ratée, et même une sorte de prototype de la relation qu'on appelle toxique, parce que en fait, on se rend compte que elle a été plus ou moins manipulée, qu'il l'a isolée. Elle est complètement silencieuse dans cet ouvrage. Et lui, c'est un peu l'incarnation du narcissisme pathologique, qui a besoin de contrôler, qui a aucune empathie. Donc il y a quelque chose d'intéressant aussi dans le type de personnage, le type médical qui est figuré ici. Mm. Je crois Et que... pourtant, il s'en défend à plusieurs Enfin, reprises de cette ouais, bien toxicité. sûr. C'est ça qui est intéressant, et comme tu le dis, Oui. entre déni et prise de conscience, c'est qu'à plusieurs moments dans la nouvelle, et dans cette espèce de confession qu'il a de faire, ou alors comme tu dis, cette réflexion sur, au lieu de traiter l'urgence, de réfléchir sur les causes. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, je ne connaissais pas cette citation de Deleuze, mais c'est vrai que c'est présent dans plusieurs des œuvres de Dostoevsky, et pour avoir lu en toute fin d'année les frères Karamazov, il y a plusieurs situations aussi dans lesquelles les Oui. personnages, au lieu de gérer parfois une certaine urgence, et il y en a plusieurs, des urgences dans ce long récit, réfléchissent aux causes. Et c'est intéressant ce que tu dis Ouais, il pour... faut ruminer, ruminer, ruminer. absolument. Mm. Et donc ce que je disais, c'est il s'en défend plusieurs fois de cette toxicité. Lui, il dit qu'il l'aimait beaucoup. À l'écouter, on a presque l'impression Oui. qu'elle n'a pas assumé cet amour, et que elle ne l'aimait pas autant que lui ne l'aimait. Mais comme tu dis, quand même, plus il est fait le fil quand même des événements, plus nous on a l'air de comprendre d'un point de vue extérieur, comme tu le dis, qu'en fait c'était une femme qui était dans un premier temps euh, manipulée, martyrisée, que finalement elle s'est réfugiée auprès de lui, elle n'a pas vraiment eu le choix de l'épouser, et après il a voulu complètement la couper du monde, il a voulu la déresponsabiliser de tout, et en somme elle était là juste pour être que sa Mm. femme, et il voulait qu'elle ne soit rien d'autre, Ouais, mais sans qu'elle ait un rôle ni à jouer exactement. dans son entreprise de prêt sur gage, ni qu'elle n'ait de conversation ailleurs. Et effectivement, ce personnage féminin, elle est bouleversante, parce que comme tu dis, elle ne parle pas, elle est presque montrée presque comme hystérique, mais ça c'est le propre presque des narcissiques, de faire passer ses victimes comme des personnes Ouais, hystériques. Donc on a, comme tu dis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'essayer de comprendre le vrai du faux dans ce qu'il nous disait, et de rentrer petit à ouais, petit dans sa absolument. psychologie, qu'un être abject, hein, même s'il se fait passer encore une fois pour quelqu'un de bienveillant, en fait, on comprend petit à petit que c'est quelqu'un d'abject et de très toxique. Oui, t'as trouvé le bon mot, je trouve. C'est tout le génie de Dostoïevski, c'est qu'il y a finalement deux plans de narration. Il y a le plan de son propre discours, où il essaye de raconter l'histoire telle que lui la voit, telle que lui-même se voit. Il se défend, et il essaye d'imposer une certaine narration, un certain récit. Puis après, en fait, c'est ça le génie de Dostoïevski, c'est que entre les lignes, on voit qui il est, quoi. Objectivement, c'est quelqu'un qui a contractualisé à l'extrême sa relation avec sa femme. Il va quasiment l'acheter, la sortir de la pauvreté. Bon, au départ, il n'y a rien de grave, mais en fait, ça continue. Donc il y a quelque chose aussi d'assez génial dans cette superposition de récits, où en fait on comprend entre les lignes qui est ce personnage.
Euh, et voilà, enfin, encore une fois, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est l'exploration de ce thème euh, de la confrontation à une mort subite, une mort inattendue. Parce que, en fait, enfin, je sais pas, toi, si tu en connais d'autres, mais j'en connais pas beaucoup d'autres de livres comme ça qui parlent de ça, enfin, de ce thème-là, de comment gérer une mort violente, quoi. Non, 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 je connais pas. C'est vrai que tu me prends de C'est, court, mais c'est, je vois c'est pas. assez rare. Non, effectivement. Oui, parce qu'il faut imaginer la scène, comme sa femme vient de se suicider, elle est encore là. Et d'ailleurs, il Ouais, commence comme ça en disant que Ils, on ne sait pas qui est ce Ils, mais sûrement les services funéraires, Ils vont bientôt l'emporter. À la toute fin de la nouvelle, ils ne l'ont toujours pas emportée, elle est encore là. Donc pendant toute la nouvelle, comme tu dis, il vient de voir sa femme qui vient de se suicider chez lui. Quand même, c'est terrible, hein, c'est très violent, le bon mot. Et au lieu de paniquer, au lieu de... Non, il se pose et il réfléchit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'y suis pour quelque chose? C'est quand même pas la première des réactions qu'on devrait avoir. Donc déjà là, on a un indice de la oui, personnalité un peu particulière de cet homme. Et donc pendant toute la nouvelle, il se demande si lui, il y est pour quelque chose. Et à la fin, il a l'air presque plutôt de se rassurer, même si il admet voilà. quelques torts, mais non, finalement, elle n'était pas à la hauteur de l'amour que j'avais pour lui, pour elle finalement. Oui, c'est clair. Je pense que le questionnement sur sa culpabilité ou sa responsabilité est en fait un prétexte pour déblatérer, 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 prendre encore Oui, toute la place, comme on l'imagine, ça a été le cas dans leur vie maritale. absolument. Et au début, ce qui m'a étonné, c'est que, enfin étonné, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'au début, il est presque fier de lui parce que il lui achète des trucs que normalement il devrait pas lui acheter parce que c'est quand même des Oui, bibelots. Donc, en fait, dès le début, il s'accorde un rôle que très rapidement on comprend quand même en tant que lecteur que bon, il en fait un peu trop sur. oui, Et voilà, et dès que ça commence un peu à se fissurer cette histoire, le drame survient assez peu. Mais moi-même, honnêtement, voilà, lorsque la personne se suicide, alors on le sait dès le début, donc on ne gâche rien de la lecture, on ne dévoile rien, parce qu'on sait dès le début qu'elle meurt, donc on peut dire non, qu'elle se suicide, oui, mais moi-même, ça a été une violence, un choc lorsqu'on apprend qu'elle se suicide, parce que la manière dont il le décrit, il y a presque rien d'annonciateur à ce suicide, donc je trouve que le génie de Dostoevsky, il est là, ouais, c'est que même nous, il nous surprend, alors qu'on sait qu'elle va finir par le faire. oui, clairement. Enfin, moi, je me souviens avoir été, je l'ai pas relu récemment, mais j'avais été très touchée euh, par sa narration. Enfin, Hmm. il a vraiment à nous transmettre des émotions. Je sais pas, ça m'avait énormément touchée. Au-delà de la description du narcissique pathologique que représente ce personnage, il y a quelque chose de vraiment très fort dans la description qui m'avait beaucoup touchée. Oui, je suis d'accord. Avant qu'on passe au prochain livre, est-ce qu'il y a d'autres Dostoïevski, toi, qui t'ont marqué, alors peut-être les plus connus ou d'autres également que tu conseillerais à nos auditeurs? Bah, moi, j'ai adoré Crime et Châtiment. Ah oui, Je les ai pas tous lus, bien sûr. oui, moi non plus. Euh, Mais Crime et Châtiment, ça m'avait beaucoup frappé aussi parce que c'était le premier livre de Dostoïevski que je lisais. Donc, une sorte de choc esthétique. Parce que, enfin voilà, tout le monde le sait, il a une prose et un style et une vision du monde tellement particulière, tellement... euh, c'est noir et en même temps c'est totalement génial. Et j'avais adoré ces monologues du personnage Raskolnikov. Bref, c'était Crime et Châtiment, principalement. Et toi? Bah, je suis d'accord. Moi, c'est le. Alors, j'avais commencé par le joueur, mais après, lorsque j'ai lu Dostoïevski, Crime et Ah, le Châtiment, joueur, c'est bien aussi, oui, j'avais c'est vrai. été, wow, ça avait été un véritable choc et je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse exister ça dans la littérature. Lorsque j'ai lu Crime et Châtiment, de Ouais, mettre en voilà. place de tels personnages et des personnages aussi odieux et qui assument presque le fait d'être odieux, ouais, pourtant il y en a Mm. hein, des personnages comme ça dans la littérature, mais je trouve que il va très loin dans ça et c'est pour ça que j'aime énormément Dostoïevski. Mais comme toi, j'ai pas tout lu de lui, donc j'ai lu les principaux, mais il me reste encore beaucoup à Oui, lire, donc tant mieux. Je suis quand même assez content. faut beaucoup d'endurance. Oui, c'est vrai. En tout cas, je suis content que tu m'aies fait découvrir celle-là parce que je la connaissais pas et je sais pas si j'aurais été un jour parce que je la connaissais vraiment pas même de nom. Donc c'était même pas dans ma petite liste des Dostoevsky à lire. Donc je suis content et Elle est très elle est courte, très hein, très en courte. plus. Ouais, non non, t'as raison, elle est très très courte. On va passer à un livre
un peu plus long avant de terminer par l'apothéose de l'éthique. On va passer à Mille et une nuits de Ruel Augienne, la maladie comme drame et comme comédie. Donc là, et le titre et le sous-titre sont assez énigmatiques quand même, je trouve. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce titre et puis essayer de comprendre, d'expliquer également le titre, quelle est la référence aux Mille et une nuits, et puis pourquoi la maladie serait une comédie. Alors, donc déjà, j'ai choisi Rowan Ogian parce que c'est un philosophe qui m'inspire beaucoup dans ma manière d'écrire de la philosophie et de voir la philosophie, parce que c'est un philosophe un peu provocateur, mais qui a pas du tout l'image du penseur austère. Pour lui, la philosophie n'est pas une discipline rigide. C'est un jeu d'esprit très stimulant, un jeu argumentatif. Il est très axé sur les arguments, et il en fait une discipline très rationnelle, ce que j'aime beaucoup, parce que moi je suis pas du tout phénoménologie et tout ce qui est philosophie plus sentimentaliste ou plus phénoménale. Voilà, là on est vraiment sur les arguments, sur l'ajout d'arguments. Et donc, en fait, ce qui est intéressant chez Ogien ici, c'est qu'il part de son expérience personnelle. Il est malade, il a le cancer. C'est à la fin de sa vie, c'est son dernier livre. Et il commence par raconter l'incroyable confusion qu'il a saisi lorsqu'il a appris qu'il avait le cancer. Il dit lui-même, quand on apprend une nouvelle comme ça, on aimerait bien faire preuve de stoïcisme, on aimerait bien faire preuve de sang-froid, Hmm. avec toute l'expérience et toutes les lectures que j'ai faites en tant que philosophe. J'aimerais bien pouvoir arborer ces attitudes très valorisées dans la société, mais en fait, je suis très confus et on va d'un affect à l'autre sans cohérence. Donc déjà, j'ai trouvé très intéressante déjà la description des impressions qu'il avait en tant que patient. Et ensuite, toutes les analyses qu'il va faire sur la maladie aujourd'hui, la conception de la maladie, la vision de la maladie. Et pour le parallèle avec Sherazade, en fait, il fait un parallèle avec Sherazade parce que, comme elle, qui raconte des histoires pour repousser la mort, Ogien utilise la philosophie pour essayer pas de repousser le cancer, parce qu'il sait que qu'il est plus ou moins condamné. Il utilise la philosophie face à son cancer, et c'est exactement la même structure que les Mille et une nuits. Il raconte des histoires pour survivre, en fait. Et donc, voilà, moi, ce qui m'a touché, c'est vraiment ce philosophe face à un cancer, et une façon de dire ce que, en général, on ne dit pas. Il pose plusieurs questions. Et en plus, en tant que malade, ce qui est intéressant, c'est qu'il a le droit de le faire. Enfin, on va pas lui taper dessus en lui disant ah, t'es en train de victimiser les malades, parce que de toute façon, il va mourir et que voilà, il est à la fin de sa vie. Il est à l'hôpital, il raconte des trucs très, très durs. Il pose plusieurs questions. Par exemple, pourquoi est-ce que la société exige toujours que les malades soient des héros? Pourquoi est-ce que quand les gens vous disent ce qui ne te tue pas te rend plus fort, euh, en fait, pour lui, ça veut rien dire. Et il explique pourquoi. Ce dolorisme, ça ne veut rien dire. Et voilà, en fait, il se demande, est-ce que dans la vie, il faut donner un sens à toutes nos souffrances? Est-ce que les souffrances ont vraiment une valeur morale? Est-ce qu'elles nous rendent vraiment meilleurs? Il y a plein d'analyses comme ça que je trouve vraiment très intéressantes, très percutantes. La principale, en fait, le principal objet du livre, c'est vraiment le dolorisme. Il décrypte le dolorisme, c'est-à-dire l'idéologie qui remonte à très loin, hein. Si on essaye de faire la généalogie du dolorisme, enfin, en tout cas dans une société occidentale, c'est très présent aussi dans le christianisme, cette idée que la douleur, la souffrance va nous sauver, va nous faire passer un saut qualitatif. On va devenir meilleur, on va devenir autre, on va s'élever spirituellement. Euh, Moi, je suis pas forcément d'accord avec lui, mais je trouve qu'il est très très fort pour montrer qu'en fait, ça n'a pas forcément de sens. Et voilà, il le fait à travers cette expérience du cancer, et je trouve ça vraiment passionnant. Oui, tu dis que il décrypte le dolorisme, je dirais même plus loin, il le détruit, le dolorisme, parce que moi, ce qui m'a
Oui, Ce absolument. qui m'a beaucoup Oui. marqué dans ce livre, c'est qu'on rit énormément. Il est très drôle. Enfin, Il il y est a très beaucoup très de drôle. Ouais. sarcasme chez lui, d'ironie. C'est vrai qu'on s'attend pas à ça lorsqu'on se dit qu'on va lire un philosophe. Désolé, c'est pas du tout une Non, critique, non, hein, c'est mais clair. c'est que Et c'est- d'autant Oui, oui, on n'a pas totalement. souvent ça. Et là, on rit beaucoup. Il y a beaucoup de sarcasme. Lorsqu'il le fait, il est très acerbe. Et comme tu dis, oui, il y a cette pensée que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, que finalement il y a une vertu à être malade, que ça nous permet de mieux découvrir notre corps, ça nous permet de même de s'élever intellectuellement, d'apprendre plein de choses, de s'ouvrir au monde, etc. Et lui, il arrive, il dit, attendez, non, la Ouais. souffrance, c'est juste nul, c'est juste pénible, c'est insupportable, ça m'a rien appris du tout, ça m'a rien permis d'être plus fort, je suis plus faible avec la souffrance, donc arrêtez de venir de m'embêter avec tout ça. Et je trouve ça, mais Ouais. d'un comique, c'est vrai, et là, dans ce sens-là, c'est comique, mais en fait, il le fait avec une intelligence, un humour et un art de la démonstration qui est passionnant. J'ai passé un très très bon moment là aussi, donc là aussi, je te remercie pour cette lecture. Ben, avec Et plaisir. j'ai l'impression qu'au début, il voulait Et détruire le dolorisme, et puis finalement, il se laisse presque un peu déborder par son ouvrage. Et à la fin, ça devient presque, allez, une sorte d'autothérapie, son écriture. C'est-à-dire que toute la deuxième oui, partie du clairement. livre, on est beaucoup moins dans peut-être ce qu'il voulait faire au début. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais Oui, c'est possible. C'est possible. Je pense que comme il était dans la phase un peu terminale, hmm, ouais, il se laisse presque peut-être que déborder, ça quoi. s'est transformé en une espèce d'exercice spirituel. Ouais, Mais ouais, moi aussi, j'ai beaucoup ri, notamment. Il y a un passage assez frappant, mais en plus dont il tire vraiment beaucoup de choses ensuite. Il dit donc au départ, il va à l'hôpital et puis en fait, on cherche ce qu'il a. hmm, Et on lui dit qu'il a attrapé, j'ai noté le terme, un adénocarcinome canalaire oula. pancréatique. Et en fait, il raconte que le personnel médical et le médecin qu'il a en face de lui fait tout pour pas prononcer le mot cancer. Ah oui, c'est En vrai, oui. gros, enfin voilà, on Je m'en essaye de le souviens. protéger et en fait, ça n'apparaît à aucun moment du rapport qui lui est rendu. Et il se pose la question, il se dit: «Mais est-ce que, c'est un terme trop général pour les spécialistes?» Et qu'en fait, ils utilisent pas le terme parce qu'en fait, pour eux, ça veut rien dire, c'est un truc trop, c'est une catégorie trop générale. Et en fait, hem ou pareil quand il dit, «J'ai une duodénopancréatectomie céphalique», enfin bon, il utilise les termes médicaux aussi qui nous plongent dans ce monde-là. Et il dit: «J'aurais bien essayé de la mémoriser pour une partie de Scrabble, mais mon cerveau fait de la résistance». C'est ce que j'ai trouvé très drôle. Exactement. Mais donc Oui. voilà, il est très drôle effectivement Il- et en même temps, après il en tire toute une réflexion Bien sur sûr, oui. le statut du patient, sur comment est-ce que, le patient en fait va, et c'est hyper intéressant, se censurer d'une certaine manière. Il va, hem faire en sorte d'être très agréable au médecin pour, ne pas être délaissé. Donc il y a tout tout un ensemble de stratégies qui sont établies, par le patient, hein, qui sont conscientes ou inconscientes, et que je trouve, très intéressantes à décrypter. Parce qu'après il montre que, en fait, il y a toute une critique du paternalisme médical. Lui, quand il commence à contester les décisions du médecin en disant: «Mais c'est-à-dire? Est-ce que je peux aller demander l'avis d'un autre médecin?» Et après il analyse pourquoi est-ce que, en fait, tu es censé être, loyal à ton médecin, et pourquoi est-ce qu'en fait, demander l'avis à un autre médecin, c'est déjà une forme de déloyauté, alors même que lui, il est dans une sincérité scientifique, enfin, il a envie de savoir, Hmm. donc voilà, c'est hyper intéressant parce que c'est vécu de l'intérieur, il y a plein de choses dont on se dit, «Ah ouais, c'est ça être malade» et on est bon, accessoirement, on est bien content de pas l'être, Oui, c'est clair. quand on l'est pas parce que c'est ouais. Et c'est là que que moi aussi je fais la référence. Enfin, de quoi je l'ai compris aussi comme ça. Je l'ai compris comme toi tout à l'heure lorsque tu parles des mille et une nuits sur le fait de repousser peut-être la mort en racontant des histoires. Mais j'ai aussi compris, euh, en somme, que le patient, comme tu dis, presque se comporte et dit les choses qu'il faut au médecin, notamment au plus haut gradé, pour lui faire plaisir et faire en sorte qu'il continue à bien s'occuper de lui et à ne pas le délaisser. J'ai aussi compris, moi, comme ça, Exactement. peut-être la comparaison avec Sherazade, c'est-à-dire que parfois se forcer à être quelqu'un d'autre ou à Oui, lui c'est vrai. dire ce qu'il a envie d'entendre, ou alors leur faire croire qu'on a absolument besoin d'eux, et pour lui donner envie de revenir le lendemain et C'est qu'on vrai. continue de s'occuper de soi, parce qu'il n'y a rien de pire pour un patient, un malade, et on l'a tous vécu même à une toute petite échelle, que de se sentir délaissé
et que même lorsqu'on part pour une radio aux urgences, que pendant 3 heures, parfois on vient pas nous voir, on est paniqué. Donc j'imagine même pas dans la situation dans laquelle il est. Et donc il y a aussi, moi je l'ai compris aussi comme ça, ce rapport avec les milliers de Oui, nuit. Et comme tu dis, une certaine c'est vrai. critique ou un regard un peu acerbe sur l'organisation médicale. C'est pas une critique, c'est pas en sorte d'une culpabilisation de ceux qui s'occupent de lui au quotidien, de ceux qui lui apportent des soins et tout. Au regard, il a un regard très bienveillant envers eux, mais plutôt cette forme de presque de comédie qui se joue à l'hôpital et à laquelle il assiste. En plus, en tant que patient, comme tu dis, en tant que malade, on peut pas trop lui reprocher grand-chose. Donc, il joue un peu de ça pour voilà avoir un regard aussi bienveillant pour ceux qui s'occupent de lui au quotidien qu'un peu euh, satirique euh, par rapport aux médecins un peu haut gradés qui parfois voilà, se prennent pour un peu des grands empereurs, des grands rois lorsqu'ils arrivent et un peu le roi et sa cour lorsqu'il arrive. Donc j'ai remarqué un petit peu Oui, ça aussi absolument. et c'est pour ça que ça m'a beaucoup amusé. Voilà. Donc c'est vraiment un ouvrage aussi passionnant que Et touchant et que drôle. C'est rare. oui, il est très drôle. Il est très drôle. Je me souviens qu'il était passé aussi à la grande librairie, juste à la publication de son bouquin. Et il avait été très drôle sur le plateau aussi. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment très intelligent et aussi qui a une philosophie très accessible. Enfin, très Oui. accessible. Voilà. En tout cas, c'est pas du Heidegger. C'est très rationnel. C'est pas non plus très érudit. Il a une manière très simple d'aborder les problèmes philosophiques. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est que il aborde un sujet qui est la maladie à partir de son expérience personnelle et il évite finalement deux écueils. Le premier écueil, c'est le silence, c'est-à-dire que c'est la maladie dont on parle pas, c'est le sujet de toute façon qui emmerde tout le monde. On va pas parler des malades. Enfin, il y a quelque chose aussi de gênant dans la maladie, dans la société, parce que bah, le malade, c'est l'élément dysfonctionnant dans la société, c'est celui qui contribue pas à l'appareil productif, voilà. Donc il y a un peu ces premiers écueils. Donc lui, il y répond puisqu'il fait part de son expérience, il fait toute une analyse de ce milieu médical. Et d'un autre côté, il y a un peu l'autre écueil qui est, c'est-à-dire, en fait, si on n'en parle pas des malades, on en fait au contraire une sorte d'éloge un peu hyper positive thinking, les leçons de la souffrance. Presque on érige les malades en héros, ce qui est aussi une posture un peu exagérée ou déplacée. Et je trouve qu'il me permet de remettre les choses un peu à leur place. T'as tout dit, je trouve, c'est très bien dit et encore Voilà. merci de voilà de m'avoir fait découvrir cet ouvrage que je n'aurais peut-être jamais lu sans toi, donc voilà, j'étais vraiment ravi et que Bah, merci de l'avoir lu, c'est bien. donc il est disponible pour ceux qui veulent le lire en poche. Il était dans un premier temps, je crois, chez Albert Michel, Oui, je sais plus, mais en tout cas, moi je l'ai lu dans sa version livre de poche, donc vous pouvez l'avoir à un prix pas très élevé et le lire et vous ne le regretterez pas. Et j'espère qu'on ne regrettera pas la lecture de l'éthique lorsque tu nous auras convaincu de le faire, euh, et chère voilà. Emma, parce que là on s'attaque à un philosophe un peu plus ardu, en tout cas un peu plus complexe peut-être. Alors Ouais, je m'en veux beaucoup, je ne t'ai pas c'est clair. présenté au début de l'épisode, donc voilà, j'espère que tu me pardonneras. Tu es Ouais, pas de problème. agrégé de philosophie, donc tu as toute légitimité pour aborder voilà, pour aborder les sujets philosophiques dont on parle aujourd'hui. Tu as été, je vois sur ta biographie, ancienne conseillère ministérielle à l'Éducation nationale, et tu es, peut-être que tu pourras nous en parler rapidement, cofondatrice de l'agent Phronimos. Peut-être que tu pourras nous en parler en fin d'émission si tu Oui, veux bien nous en dire quelques mots. avec Donc voilà, plaisir, oui. donc c'est pour vraiment clarifier les choses et que même si on peut parler de philosophie sans être philosophe, c'est quand même toujours bien d'avoir des spécialistes ou des gens qui ont quand même étudié pas mal d'années là-dessus pour en parler. Et aussi, Ouais. je rajoute une chose que moi j'aime beaucoup ce que tu fais et avec mon épouse on a regardé pas mal lorsque tu en faisais. Il y en a peut-être un peu moins aujourd'hui, je ne sais pas sur Oui. YouTube, lorsque tu fais Oui, oui, il y en a des un peu analyses moins, de ouais, c'est sûr. films à travers la philosophie, c'est passionnant. Donc je vous invite à aller regarder ça, c'est vraiment génial. Donc c'est dommage qu'elle n'ait pas plus, mais si un Merci. jour tu as le temps, Ah, c'est bien, ça m'encourage à ah, continuer. c'était vraiment génial. Donc Spinoza, allez, on ne s'écarte pas du sujet, tu ne l'as pas loupé. Pourquoi faut-il lire aujourd'hui, en 2025, Spinoza? Et puis peut-être aussi, est-ce que tu as une édition à nous conseiller? Oui.
Spinoza, c'est en poche. C'est traduit par Bernard Potrab. En fait, c'est surtout pour à la fois la poche et la traduction qui est assez bonne, qui est précise, très proche du latin. Elle est bilingue aussi, donc on peut voir le texte latin pour les latinistes. Et parce que c'est un latin tardif, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas du Cicéron, c'est quand même plus Oh, mais je le accessible. comprends pas pour autant, hein. Et par ailleurs, je sais pas, en tout cas, les gens Oui, qui oui, veulent rentrer je vraiment à plaisante. fond, y a le latin. Ça peut être intéressant sur certains Absolument. concepts un peu novateur. D'ailleurs, le conatus, c'est quelque chose de très spinoziste. Enfin voilà, il y a des concepts aussi intéressants en latin. Oui, pourquoi est-ce que moi en fait je me suis penchée sur Spinoza quand j'étais en prépa, donc prépa littéraire. J'ai découvert Spinoza avec un grand émerveillement. Alors évidemment, l'éthique, il y a un sujet, c'est que en fait les deux premiers livres de Dieu et de l'esprit, c'est des livres très métaphysiques et très difficiles en fait, puisqu'ils posent un certain nombre de choses de manière en plus mathématique avec des démonstrations, des axiomes, des propositions, des scolies, etc. Donc il y a quelque chose d'aride dans la présentation. Mais voilà, moi j'avais commencé par la partie 3. La partie 3, c'est sur les affects. Euh, et là, tout de suite, je pense que ça peut parler beaucoup aux gens. Et moi, je conseillerais de commencer par la partie 3 parce que sinon, en fait, si on commence par la partie 1 et 2, je pense qu'on va vite refermer le bouquin. S'il n'y a pas une aide ou quelqu'un pour nous expliquer, ça va être très très dur. Et par ailleurs, bon, c'est des sujets un peu loin de nous. Enfin, si on n'a pas un peu une affinité métaphysique, bon. Donc moi, la partie 3, je trouve que c'est la plus intéressante. La partie 4 aussi. Partie 5, il part un peu dans les tours. Partie 3 et 4, c'est vraiment passionnant. Et c'est Donc, on quelque chose qui commence peut par nous la parler partie aujourd'hui. 3, puis 4, c'est ça, hein? 3 Ouais, et 4, on ouais, lit 5 ouais, après, et ensuite on absolument. retourne à 1 et 2, ou on peut s'en passer des parties 1 et 2? Ouais, voilà. Et après, on retourne à 1 et D'accord. 2. Moi, je pense que, en tout cas, c'est pas la priorité, le 1 et 2. D'accord. Ah, c'est Parce étonnant que ça déjà. Ok. c'est trop exigeant, c'est trop difficile et ça va dégoûter, le lecteur. D'accord. Ça dégoûte déjà les gens qui l'étudient de manière spécialisée. Enfin, je veux dire, c'est déjà difficile, quoi. Donc, voilà. D'accord. Et alors, moi, en fait, ce que je trouve intéressant chez Spinoza, c'est que, du point de vue de la morale qu'il propose, en fait, il va rompre avec la morale traditionnelle, qui est aussi un peu notre morale aujourd'hui. C'est pas du tout la morale kantienne, ou la morale chrétienne, ou la morale religieuse. Pour lui, il y a pas de bien ou de mal. C'est une notion absolue, auquel on se réfère en général, pour qualifier de manière morale les choses. Il y a pas de bien ou de mal absolu, il y a que du bon et du mauvais. C'est-à-dire, hem, en fait, il n'existe que des choses qui sont bonnes ou mauvaises pour les personnes, et ça dépend des personnes, voilà. Donc il s'oppose vraiment aux morales rigides et austères et il propose une éthique, enfin une morale qui est fondée sur, ce qu'il appelle le conatus. C'est-à-dire, en gros, si je devais expliquer très simplement, il dit, bah, chaque personne a une force vitale, a une puissance d'agir. Voilà, c'est ce qui fait que, par exemple, toi, tu vas faire ta chaîne, tu vas lire des livres, tant de livres par semaine, tu vas aller t'occuper de ta fille, tu vas voilà, avoir plein d'initiatives, plein de... C'est cette force que chacun a, cette force de se lever le matin, simplement. Hein. Enfin, ce qui fait qu'on se lève le matin, c'est aussi le conatus. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que Spinoza part de ça en disant, bah, en fait, Heu, cette, puissance d'agir, elle est plus ou moins influencée par nos rencontres. C'est-à-dire, on va rencontrer des personnes qui vont diminuer la puissance d'agir ou qui vont l'augmenter. Ça dépend des gens, ça dépend des contextes. Mais il dit voilà, en fait, on est en relation avec les autres, ce qu'il appelle les modes. On est un mode, on est en relation avec les autres et c'est les rencontres avec les autres qui vont, faire fluctuer ce conatus. Et donc c'est ce qui fait par exemple que, on peut ressortir, hyper vivifié, hyper, fort d'une rencontre, comme complètement déprimé, complètement, empêché
j'allais dire, ou triste, en fait, parce que c'est ça qu'il utilise comme terme, joyeux ou triste, d'une autre rencontre. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment passionnant parce que en fait, il a une vision très originale de la morale. Parce qu'il dit, voilà, en fait, la vie désirable, la vie qu'on a envie de vivre, c'est la vie où notre puissance d'agir est la plus haut et est au plus haut. Et quand, en fait, quel est le signe de ça? C'est quand vous êtes joyeux. Les moments où vous êtes joyeux, c'est le moment où votre conatus, votre puissance d'agir est la plus haute. Et en fait, ce que dit Spinoza, c'est très simple. Il dit, mais en fait, il faut juste dans votre vie bien regarder, bien observer à quel moment vous êtes joyeux. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Et qu'est-ce qui, au contraire, vous procure de la tristesse? Et en fonction de cela, la sagesse, c'est juste chercher activement à nous composer avec des gens qui vont augmenter notre puissance, c'est-à-dire nous rendre joyeux, et au contraire, bah, fuir ou voilà, en tout cas éviter les relations avec des gens qui vont nous rendre tristes. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que voilà, il remplace l'idée que la morale, c'est d'abord une affaire de culpabilité. Non, non, c'est pas du tout une affaire de culpabilité. En fait, le plus important, c'est la joie. Chez Spinoza, en fait, on est entièrement déterminé. Ce que dit Spinoza, c'est que nous ne sommes pas un empire dans un empire. On n'est pas isolé de la nature. On est exactement... de même que si je prends ce stylo et que je le lâche, il va tomber parce qu'il est soumis aux lois de la physique. De même, je suis soumis aux lois de la physique. Mais ce que dit Spinoza, c'est que on a quand même moyen d'agir sur nous-mêmes et sur notre vie en connaissant très très bien comment on interagit dans le monde et quel est notre caractère, parce que chacun a un caractère propre. Vous voyez, par exemple, si par exemple, je sais pas moi, voir des gens flegmatiques ou voir des gens ouais, j'allais dire flegmatique, bon, peu importe, me rend triste, il faut que j'en prenne conscience. Et juste, première étape, c'est prendre conscience de ça. Je peux pas changer. Ça fait partie de mon déterminisme. Mais en le sachant, je vais pouvoir après orienter ma vie et trouver des compositions, c'est-à-dire un agencement de ma vie qui sera plus favorable et faire en sorte qu'en fait, bah, je ne sois jamais mis en position d'être triste ou agacé parce que je suis avec des gens flegmatiques. J'imagine, par exemple, que toi, lire, pour toi, c'est la source de joie. Je pense qu'il y a quelque chose d'un dynamisme, et tu sais qu'en lisant, ça te rend joyeux, ou ça te rend fort, ça augmente, ça élargit ton esprit, ça, voilà. Et rien que de le savoir, en fait, ça te rend beaucoup plus libre que quelqu'un qui ne le sait pas, parce que bah, tu es en position de retrouver cette joie en permanence, si tu veux. Enfin, il y a quelque chose, voilà. Mais effectivement, il y a un déterminisme, dans le sens où, oui, ton caractère, la manière dont tu es fait, dont tu es né, ton éducation fait que tu es comme ça, et il n'y a pas l'illusion qu'on peut changer les choses, ou qu'on peut changer les gens. Et quelle est la place de Dieu dans tout ça, dans l'œuvre de Spinoza? Est-ce que certains pensent que voilà, il s'est opposé à certains déterminismes religieux? Est-ce qu'on peut jusqu'à dire qu'il est presque athée? Oui. Ou certains disent également que chez lui, Dieu, c'est la nature. Quelle est sa place et en quoi il Bah s'est alors, opposé à une forme de déterminisme religieux? Alors, il y a plusieurs choses à dire sur la relation Ben oui, j'imagine. Mais de en Spinoza à quelques Dieu. mots, oui. Euh, En fait, déjà de son vivant, il a eu beaucoup de problèmes avec la communauté Oui, oui, juive, oui. qu'il a même excommunié suite à ses écrits et à ses déclarations. Euh, il enfin, je crois qu'il a même fait l'objet d'un érème, c'est-à-dire il a été excommunié. Enfin, il faut lire la lettre d'excommunication. Enfin, j'emploie ce terme, mais c'est pas vraiment l'excommunication, c'est plutôt catholique. De son expulsion de la communauté juive, qui est hyper violent. C'est waouh. Donc il y C'est avait ce qu'on quelque voit en tout chose cas dans le livre, je te de coupe, mais ce qu'on voit en tout cas dans le livre, et ça a l'air d'être plutôt bien sourcé, de Irving Yalom, qui s'appelle Le problème Spinoza, je crois, où il y a une partie absolument, sur sa vie, exactement, et tout effectivement, on à voit fait. les soucis qu'il a eu avec la communauté juive, effectivement, oui, oui, Tout à fait. Donc il y a effectivement un,
une relation très problématique avec l'institution religieuse, qui se voit aussi dans le livre que tu as lu, Oui, le du traité, oui. traité théologico-politique, puisque en fait le problème de Spinoza dans le traité théologico-politique, c'est rétablir un rapport à l'écriture qui n'est pas médié par l'institution, par la communauté religieuse, qui en fait s'arroge le droit de dire ce qui est vrai sur le texte. Euh, donc voilà, il est en fait clairement en tension avec le groupe religieux et la communauté religieuse, la religion institutionnelle en tout cas. Après, la question de savoir si il est croyant ou pas, on le saura jamais. Moi, je pense qu'il était athée, clairement, mais que c'était pas acceptable de le dire à l'époque. Euh, son système et sa philosophie est athée. Il n'y a rien de transcendant, il n'y a pas de transcendance. Ou alors c'est un dieu à la stoïcienne, enfin, c'est un dieu, c'est comme il le dit, Deus sive natura, Dieu, c'est la nature. Enfin, il n'y a rien d'autre. Dieu n'est rien d'autre que l'ensemble des lois et et de, de ce qui existe, quoi. Mais il n'y a pas de dieu barbu dans le ciel Oui, oui, oui. qui nous Moi, ça regarde, quoi. m'avait marqué la clarté. Là, pour le coup, je peux pas me permettre de dire que j'avais tout compris hein, dans le traité théologico-politique. Par contre, Ouais, personne n'a la tout partie compris. dans laquelle il analyse les textes, et du coup, je peux comprendre que ça ait pu choquer à l'époque la communauté dont il était issu, mais la clarté avec laquelle il explique, et là aussi, Ouais. il contredit quand même les textes et leur impossibilité matérielle, c'est très clair. Et même la manière dont il évoque également les contraintes qu'on peut s'imposer lorsqu'on fait une pratique religieuse et que lui, il estimait que c'était complètement aberrant de faire ces contraintes religieuses, où il dit bah, si votre Dieu il est si fort que ça, il a quand même pas besoin de toutes ces contraintes. Peu importe, vous êtes que des simples humains, vous n'avez pas à faire ça, ça va pas du tout agir sur sa puissance. Et puis s'il a vraiment besoin de ça, c'est qu'il est peut-être pas si fort que ça. Il écrit ça quand même textuellement Oui, c'est il y a ça. 5 siècles. J'imagine effectivement la violence de la manière dont ça a été reçu. Et tout ça, c'est écrit de manière très Oui, claire. clairement. Est-ce que l'éthique, c'est clair à comprendre? Je reviens à ça parce que c'est vraiment voilà, quelque chose les gens reculent vraiment à prime abord. Ça fait partie des textes face auxquels on Bah, recule. Alors, est-ce qu'on va comprendre? Est-ce qu'on a besoin vraiment d'un côté? Et peut-être que tu peux nous en citer des vidéos, des livres qui peuvent permettre d'accompagner oui. notre lecture, ou est-ce que de manière générale, c'est quand même clair? Alors, moi, je trouve que clairement, son style et sa forme sont très difficiles d'accès, puisque, enfin, comme on peut le voir, hein, on a une démonstration, enfin, non, on a une proposition, une démonstration, et ensuite, des fois, un scoli. Et donc, en fait, c'est mathématique. Enfin, c'est ce qu'il le dit. Il le dit, hein, il se propose de, de philosopher comme un mathématicien. Donc, il y a quelque chose d'un peu rigide, d'un peu froid, d'un peu, voilà, très rigoureux, qui est un peu difficile d'accès. Ce qui est le plus facile à lire, c'est les scolies, parce que là, il va vraiment prendre la plume et on va vraiment sentir qui il est. On va vraiment sentir comment il pense. C'est pas juste un compte-rendu mathématique. Ensuite, voilà, donc il y a quelque chose un peu difficile d'accès, je pense, à l'entrée. Il y a un coup d'entrée, clairement. Moi, je m'étais pas mal intéressée à cette question et je conseille Alors, il y a plusieurs ouvrages qui peuvent être plusieurs ouvrages et plusieurs vidéos qui peuvent être conseillés. Euh, il y a les vidéos de Deleuze. Donc, c'est les cours qui ont été enregistrés à Nanterre, je crois, à l'époque, D'accord. par une élève. On voit, enfin, il y a une série de 9 ou 10 cours de Deleuze sur Spinoza. J'avais compris plein de choses à l'occasion de ce cours. C'est un peu difficile parce que voilà, bon bah c'est Deleuze qui parle à des étudiants de Ouais. fac. Et, On est et- quand même dans le supérieur, c'est pas non et plus. ils sont sur YouTube? On peut les voir sur YouTube, c'est ça? Ouais, ils sont sur D'accord, YouTube, tout très à bien. fait, accessible. Et ensuite, euh, ouais, il y a plusieurs ouvrages. Peut-être que moi je commencerai par justement ce que tu citais là, Irving Yalom. Hmm, Ou les comptes rendus plutôt biographiques. Je pense par exemple au Clan Spinoza de Maxime Rovert, d'accord. où il raconte le contexte de l'Amsterdam de l'époque, il parle de Spinoza, et en fait de rentrer peut-être par
si on n'y connaît absolument rien et qu'on n'est pas spécifiquement philosophe, de rentrer plutôt par l'histoire ou par le contexte, par la biographie, et ensuite peut-être rentrer dans le texte lui-même qui est plutôt difficile. Même si parfois, voilà, moi il y a des scoli qui sont vraiment très accessibles, hein. Il y en a un qui est magnifique, notamment sur qu'est-ce qu'avoir une vie bonne, une vie, euh, une vie heureuse, une vie plaisante. Et il a des propos hyper d'actualité. Il dit c'est d'un homme sage, dis-je, de se refaire et de se ranimer au moyen d'une nourriture et de boissons agréables, prises avec modération, comme aussi au moyen de parfums, du charme de plantes verdoyantes, de la parure, de la musique, des jeux de manège, des spectacles et autres choses de ce genre, dont chacun peut user sans dommage pour autrui, etc. Donc Oui, ça, j'ai voilà, compris, c'est enfin bon. il y a plein de... Non mais c'est pas toujours Non, non, mais je suis métaphysique ou d'accord. C'est ce qui voilà. m'avait marqué aussi dans le traité que j'ai lu, c'est qu'il y a des passages vraiment très très clairs et même, même Voilà, c'est très ça. concrets. Donc c'est aussi ce que j'avais aimé. Et je te rejoins sur le livre de Yalom qui m'avait moi permis de bien comprendre le traité théologico-politique et un aspect biographique, mais aussi dans sa biographie, on voit également ce qu'il pense et ce qu'il dit et les raisons pour lesquelles il a été exclu de sa communauté. Donc il y a pas seulement de la biographie, et après il y a un aspect romancé avec un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, mais sur la partie liée à Spinoza, c'est très intéressant. Et si c'est bien sourcé, en tout cas c'est vraiment bien, et je trouve que c'est une bonne introduction comme toi. Alors j'ai vérifié en Ouais, direct, je suis assez l'édition que d'accord. tu conseilles est disponible. Donc moi c'est celle sur laquelle de coup je vais lancer, elle est Oui, toujours disponible. J'ai vu qu'il y avait une grosse édition là qui était sortie il y a très peu de temps chez oui. Flammarion à 35 euros avec beaucoup de traducteurs en 2021 elle est sortie. Alors je sais pas du tout ce qu'elle vaut, mais elle est esthétiquement plutôt belle. Ah oui, je crois que Mais j'ai... je sais pas du tout ce qu'elle vaut et Oui. si c'est C'est avec Maxime Rovert ou pas? Je me souviens plus. je Enfin, sais je regarde, pas. mais... Non, oui, c'est ça, c'est sous sa direction à lui. Là, c'est ça, C'est j'ai ça, c'est sous passé. sa direction. Oui, bon, c'est un spécialiste. D'accord. Après, l'avantage de celle-ci, c'est que, Elle est bon, moins chère bah, déjà. c'est les Ouais. poches. C'est poches, et puis vraiment, il y a tout. Moi, je l'avais... Enfin, voilà, elle est assez Ouais. pratique. Bon, bah écoute, moi je suis convaincu. J'espère que les abonnés, les Voilà, éditeurs le seront aussi, puis on reviendra vers toi pour te dire si, si on a aimé ou pas. Est-ce voilà, que avant de nous quitter, je compte tu sur vous. veux nous parler peut-être de ce que tu as fondé, l'agence Phronimos? Peut-être que je le prononce mal Oui, d'ailleurs. absolument. Alors, bah, rapidement, hein, en fait, donc, à côté de mon métier d'enseignante, j'ai eu l'occasion aussi de faire des interventions en entreprise, dans les organisations, où en fait on abordait les problématiques des entreprises en question. Alors c'était très divers, hein, ça pouvait être une problématique de changement de site, ça peut être une problématique de changement de direction, ça peut être simplement apporter une respiration entre midi et deux autour d'une question de philosophie. Bon, en tout cas, voilà, de travailler plutôt avec des adultes, et pas avec, enfin, avec des personnes dans le milieu professionnel, et pas avec des élèves, autour de questions philosophiques. Et en fait, voilà, j'ai voulu fonder ma propre entreprise qui s'appelle Phronimos. Donc Phronimos, c'est l'homme prudent, c'est un concept d'Aristote qui est c'est l'homme prudent, c'est-à-dire l'homme qui possède la sagesse pratique, c'est-à-dire la sagesse euh, qui sait quoi faire dans l'action au moment où il doit agir. Enfin, il y a quelque chose d'une intelligence contextuelle pratique. Le Phronimos, c'est vraiment l'homme pratique. Donc voilà, c'était à dessein aussi parce que en fait, on voudrait, et je fais ça avec donc deux amis, Charles Lefay et Jimmy De Groot, qui, voilà, on aimerait euh, permettre aux gens enfin, permettre aux organisations d'aborder leurs problématiques à partir de la philosophie et de ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire l'histoire, la science et tout le savoir en général, pour leur montrer qu'en fait, les problèmes et les questions auxquelles ils font face aujourd'hui euh, peuvent trouver des réponses dans l'arsenal de pensée qu'il y a derrière nous, dans l'histoire, de tous les penseurs euh, qui nous ont précédés.
Et c'est pas forcément des problématiques nouvelles. Mettons par exemple, si voilà, on cherche à comprendre la prospective, on peut aller voir l'Apity et voir les prophéties. Enfin, il y a quelque chose aussi de dépaysant dans cette approche-là. Et donc voilà, c'était un peu c'est un peu notre objectif, c'est de, de, de permettre d'avoir une approche réfléchie, documentée, à partir de l'histoire, à partir des humanités, pour répondre à des problématiques très contemporaines. Euh, et ça va de l'IA aux questions de management, aux questions d'actualité. Enfin, voilà, tout est possible. Bah, écoute, c'est un beau projet, ambitieux et passionnant. Voilà. Donc, je vous souhaite On a le un- meilleur alors. on produit pas mal de contenu sur Instagram et Oui, sur j'ai vu, oui. LinkedIn, donc pas mal d'articles et Ouais, de ouais, j'ai vidéos. vu et Voilà. c'est très intéressant. C'est souvent des capsules un peu courtes et qui sont très Oui, c'est qualitatives. ça. Bon, bah écoute, merci encore pour ce très bel épisode. C'était très intéressant, éclectique en plus, parce qu'on a eu du Dostoïevski, du soleil, de la philosophie plutôt ancienne et C'est puis vrai. de la philosophie contemporaine. Donc c'était un bel épisode. J'espère que ça t'a plu et j'espère que ça plaira aux auditeurs. Et c'était très Bon, bien. ben, tant mieux. Super. Je rappelle juste le titre de ton Merci. livre, donc Soleil, aux éditions Le Pommier, qui date de 2022, donc un ouvrage sur le soleil. Puis sinon, les textes qu'on a abordés aujourd'hui, je les mettrai dans la description de l'épisode. Euh, Bonne journée, au revoir, et puis Merci Adrien, avec merci beaucoup. plaisir. Quant à vous, À très à bientôt. très vite. Et quant à vous, prenez soin de vous, lisez des livres et à très bientôt également. Au revoir.